L'air du matin est encore froid sur Sète, mais la ville s'est déjà réveillée avec cette tension sourde qui ne trompe pas. Aux abords du commissariat, les regards sont lourds, les pas rapides, comme si chacun pressentait que quelque chose d'irréversible est en train de se jouer. Depuis la disparition d'Orso, rien ne tourne rond, et même ceux qui tentent de se rassurer sentent que la vérité n'est plus très loin, prête à surgir de l'ombre. Dans sa voiture, Pedro garde les yeux fixés droit devant lui. Il prétend vouloir simplement prendre l'air, se dégourdir les jambes, mais la nervosité qui crispe ses traits raconte une toute autre histoire. Lorsque la police le contrôle, le temps semble se figer. Les papiers sont en règle, le véhicule est fouillé avec minutie, chaque geste est précis, méthodique. Pourtant, Orso n'est pas là. Pas de cosy à l'arrière, pas de traces visibles. Pedro joue la carte du calme, presque de l'agacement, comme s'il était victime d'un acharnement injuste. Au commissariat, l'interrogatoire se poursuit. Martin tente de percer la carapace, mais Pedro nie tout en bloc. Il parle trop bien, trop sûrement. Il va même jusqu'à retourner la situation, accusant la police de s'acharner sur lui sans preuve, s'appuyant sur le témoignage fragile de Sofia qu'il balaie d'un revers de main. Aurore observe la scène avec une colère qu'elle peine à contenir. Elle connaît ce jeu, cette comédie bien rodée des coupables qui se savent protégés par l'absence d'éléments concrets. Chaque mot de Pedro lui donne envie de frapper du poing sur la table, mais elle se retient. Le droit, encore et toujours le droit. Pendant ce temps, chez les deniers, l'atmosphère est tout autre. Sofia est prostrée, incapable d'avaler quoi que ce soit. L'angoisse lui noue l'estomac, et la peur s'infiltre dans chaque silence. Elle est persuadée qu'Orso est déjà loin, peut-être même hors de France. Ellie tente de la soutenir, mais les mots semblent inutiles face à cette certitude qui ronge Sofia de l'intérieur. Lorsqu'un appel de Serena vient confirmer que le bébé n'est pas avec elle, la culpabilité s'ajoute à la panique. Sofia se sent trahie, abandonnée, convaincue que tout s'effondre autour d'elle. À quelques rues de là, Alain Lehaut est enfermé dans un silence inquiétant. Son téléphone sonne, mais il ne répond pas. Sarah, inquiète, se rend chez lui, espérant obtenir des explications, un signe, n'importe quoi. À la place, elle croise Adam, venu lui aussi chercher des réponses. Tous deux repartent avec la même impression glaçante. Alain s'est volontairement effacé, comme s'il fuyait quelque chose de trop lourd à porter. Dans les rues animées, la vie continue pourtant. Alex s'active, tente de penser à autre chose. Avec Raphaël, il a organisé cette parenthèse de respiration dans les Cévennes. Le gîte est magnifique, presque irréel, et Chloé se surprend à sourire à l'idée de s'éloigner de Sète quelques jours. Elle propose d'emmener Judith et Maud, convaincue que cet espace, ce calme, leur fera du bien. L'idée est accueillie avec enthousiasme, même si Raphaël tient à poser une limite claire. Ce sera une semaine entre filles, loin des complications sentimentales et des drames. Dans un registre plus léger, Alex remarque que Kevin est ailleurs, distrait, les yeux rivés sur Valentine. Il comprend vite que le travail n'est plus la priorité du jeune homme et l'encourage à aller donner un coup de main à Valentine, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Ces instants de normalité contrastent violemment avec la gravité de ce qui se joue ailleurs, comme si deux mondes coexistaient sans jamais vraiment se croiser. Au commissariat, la frustration est à son comble. Faute de preuves, Pedro est relâché. L'annonce tombe comme une gifle. Aurore serre les dents, Martin fulmine intérieurement. Ils savent tous les deux que quelque chose cloche, mais le droit impose ses règles, implacables. À peine Pedro a-t-il quitté les lieux que le téléphone de Sofia vibre. Un message d'Aurore, bref, sans détour, Pedro est libre. L'espoir s'effondre d'un coup, laissant place à une angoisse encore plus profonde. C'est alors que le silence est brisé par un bruit inattendu. Un pleur, faible mais distinct. Devant la maison des deniers, un cosy est posé, presque délicatement. À l'intérieur, Orso, en pleine forme, vivant, bien réel. Le choc est immense. William et Samuel accourent, auscultent le bébé avec professionnalisme. Aucun signe de traumatisme, aucune blessure. Orso va bien. L'émotion submerge Sofia, qui passe en quelques secondes de la détresse à un soulagement presque douloureux. Aurore, elle, ne peut s'empêcher de réfléchir. Qui a pu déposer l'enfant ici, sans prévenir, sans chercher à fuir? Très vite, une hypothèse s'impose à elle, lourde de conséquences. Elle contacte Laz, qui décide qu'Orso restera chez les deniers jusqu'à lundi. Une décision temporaire, mais essentielle pour garantir la sécurité du bébé. Les premiers résultats tombent rapidement. Les empreintes retrouvées sur le cosy confirment celles de Pedro, celles de Sofia, et celles d'une troisième personne. Un nom s'impose dans l'esprit d'Aurore, un nom qu'elle n'ose pas encore prononcer à voix haute. Alain Lehaut. Lorsque la confrontation a lieu entre Alain et Pedro, la tension est palpable.
Alain annonce calmement qu'il a rendu Orso au denier. Pour Pedro, c'est une trahison impardonnable. Il accuse son père de l'avoir poignardé dans le dos, de l'avoir abandonné au moment le plus critique. Alain encaisse, sans se défendre vraiment. Il explique simplement qu'il a agi parce que la situation allait trop loin, parce qu'il fallait que cela s'arrête avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots résonnent comme un aveu. Alain sait qu'il a franchi une ligne, et il semble déjà prêt à en payer le prix. Lorsqu'Aurore arrive au hall pour l'interpeller, il ne tente pas de fuir. Il reconnaît avoir déposé Orso devant chez elle. Les menottes se referment sur ses poignets, scellant un choix irrévocable. Les accusations sont lourdes, complicité d'agression, enlèvement, entrave à la justice. Autour, les regards se figent, témoins silencieux d'une chute aussi brutale qu'inattendue. À cet instant précis, Alain Lehaut n'est plus seulement un père qui a voulu sauver son fils. Il est un homme qui a accepté de se sacrifier, conscient que certains actes, même guidés par l'amour, ont un prix. L'arrestation d'Alain Lehaut laisse derrière elle un silence étrange, presque irréel, comme si la ville avait retenu son souffle. Au hall, les passants reprennent lentement leurs habitudes, mais les regards restent accrochés à cette image encore brûlante, un homme menotté, le visage fermé, qui ne cherche ni à se défendre ni à s'expliquer davantage. Pour Aurore, ce moment n'a rien d'une victoire. C'est l'aboutissement d'une intuition douloureuse, et la certitude qu'un père a accepté de tout perdre pour tenter de sauver ce qui lui restait de famille. Au commissariat, la tension est palpable. Martin relit les éléments du dossier, une fois de plus, comme s'il espérait y trouver une faille, un détail oublié qui rendrait la situation moins brutale. Mais tout est là, implacable, les aveux d'Alain, les empreintes, la chronologie. Rien n'a été laissé au hasard. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, les pièces s'assemblent, mais ce puzzle n'apporte aucune satisfaction. Il laisse un goût amer, celui d'une vérité qui fait plus de dégâts qu'elle n'en répare. Aurore, elle, reste silencieuse. Elle repense à ce moment précis où Alain a reconnu avoir déposé Orso devant sa maison. Il n'y avait ni tremblement ni panique dans sa voix, seulement une lassitude profonde, presque résignée. Elle se demande si, au fond, il n'attendait pas cette arrestation, comme une forme de délivrance après des jours passés à porter un secret trop lourd. Cette pensée la hante, car elle sait combien la frontière est fine entre la culpabilité et le sacrifice. Chez les deniers, l'atmosphère est à la fois plus douce et plus fragile. Orso dort paisiblement, inconscient du chaos qu'il a provoqué. Sophia l'observe longuement, comme pour s'assurer qu'il est bien réel, qu'il ne va pas disparaître à nouveau. Le soulagement est immense, mais il s'accompagne d'un sentiment de honte et de colère. Elle se reproche de ne pas avoir vu plus tôt la manipulation, de s'être laissée entraîner dans une spirale qui aurait pu coûter cher au bébé. William tente de rassurer sa fille, mais lui aussi est marqué. En tant que médecin, il sait combien un nourrisson est vulnérable. Chaque heure passée loin d'un environnement sécurisé peut avoir des conséquences. Pourtant, Orso va bien. C'est presque un miracle. Samuel partage ce constat, mais aucun des deux hommes ne parvient à se réjouir pleinement. Ils savent que cette affaire laissera des traces, invisibles mais profondes. Pendant ce temps, Pedro, désormais seul face à ses propres actes, laisse éclater sa rage. Il se sent trahi, abandonné, convaincu que son père l'a sacrifié pour se donner bonne conscience. Dans son esprit, le geste d'Alain n'est pas un acte de protection, mais une capitulation. Il rumine cette colère, persuadé qu'il aurait pu gérer la situation autrement, qu'il n'était pas nécessaire d'aller aussi loin. Pourtant, une part de lui sait que tout lui a échappé depuis longtemps. La confrontation entre Pedro et les enquêteurs est tendue. Sans preuve directe contre lui, il continue de nier, de jouer sur les mots, de minimiser son implication. Mais quelque chose a changé. Le regard n'est plus aussi assuré, les réponses moins fluides. La chute de son père a fissuré son armure, et cette faille, Martin la remarque immédiatement. Il sait que ce n'est qu'une question de temps avant que la vérité ne finisse par remonter à la surface, même si la justice, elle, avance à son rythme. À l'écart de ce tumulte, Sarah vit un moment de profonde inquiétude. Elle repense aux tentatives qu'elle a faites pour joindre Alain, à ce silence qui, désormais, prend tout son sens. Elle se sent coupable de ne pas avoir insisté davantage, de ne pas avoir perçu les signaux d'alarme. Lorsqu'elle apprend son arrestation, un mélange de tristesse et de stupeur l'envahit. Elle connaît l'homme qu'il était, attentif, parfois maladroit, mais jamais indifférent. L'imaginer derrière des barreaux lui semble presque irréel. Adam, de son côté, peine à comprendre ce qui se joue. Il observe les adultes autour de lui, leurs visages fermés, leurs conversations à voix basse. Tout lui paraît confus, injuste. Il ressent une colère sourde, sans savoir vraiment contre qui la diriger. Son grand-père est arrêté, son père est en difficulté, et personne ne lui explique clairement ce qui se passe.
Cette incompréhension alimente un malaise profond, une fracture silencieuse qui commence à se former. Dans un contraste saisissant, la préparation du départ pour les Cévennes se poursuit. Judith et Maud s'enthousiasment à l'idée de cette escapade. Pour elles, c'est une promesse de liberté, un moment hors du temps, loin des drames qui s'enchaînent à 7. Chloé se réjouit de les voir sourire, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir une pointe de culpabilité. Partir maintenant, est-ce vraiment raisonnable? Elle chasse rapidement cette pensée, convaincue que chacun a droit à une respiration, même lorsque tout semble s'écrouler. Raphaël, fidèle à elle-même, garde une certaine distance émotionnelle. Elle sait combien il est important de protéger ses filles, de leur offrir un cadre stable, même temporaire. Cette semaine entre femmes est, pour elle, une manière de reprendre le contrôle, de se recentrer sur l'essentiel. Elle refuse toute intrusion extérieure, consciente que la moindre tension pourrait faire basculer l'équilibre fragile qu'elle tente de préserver. Au fil des heures, l'affaire Alain Lehaut devient le sujet de toutes les conversations, même si beaucoup évitent de le nommer directement. Chacun sent que ce qui s'est produit dépasse largement le cadre d'une simple enquête. Il s'agit d'un drame familial, d'un choix impossible, d'une frontière franchie sans retour possible. Et au cœur de cette tempête, Orso continue de dormir paisiblement, symbole innocent d'un amour dévoyé et d'un sacrifice qui ne fait que commencer à produire ses effets. La nuit tombe lentement sur 7, enveloppant la ville d'une pénombre qui accentue encore le poids des événements. Dans les rues, les conversations se font plus discrètes, comme si chacun craignait de prononcer à voix haute ce que tous ont en tête. L'arrestation d'Alain Lehaut n'est plus seulement une information, elle est devenue une onde de choc qui traverse les foyers, les amitiés, les certitudes. Rien ne semble vraiment à sa place, et cette impression diffuse de malaise s'installe durablement. Au commissariat, Aurore peine à trouver le sommeil. Les images de la journée tournent en boucle dans son esprit, les menottes, le regard d'Alain, la confession presque calme avec laquelle il a reconnu son geste. Elle se demande si elle aurait pu agir différemment, si un détail lui a échappé plus tôt dans l'enquête. En tant que policière, elle sait qu'elle a fait son travail. En tant que mère, en revanche, elle ne peut s'empêcher de penser à Pedro, à ce lien filial brisé par une décision irréversible. Cette dualité la ronge, la laissant dans un état de fatigue morale intense. Martin, lui, s'efforce de garder la tête froide. Il rassemble les derniers éléments, affine les procès-verbaux, vérifie chaque déclaration. L'affaire est solide, mais elle reste fragile sur un point essentiel, Pedro. Sans aveu ni preuve directe supplémentaire, il demeure hors d'atteinte. Cette impuissance frustre Martin, qui a le sentiment que la justice n'attrape jamais vraiment ceux qui savent se cacher derrière les failles du système. Pourtant, il sait aussi que la pression exercée sur le cercle familial pourrait finir par produire un effet inattendu. Chez les Denier, la maison est inhabituellement calme. Sophia reste éveillée, assise près du berceau d'Orso. Elle observe chaque mouvement, chaque respiration, comme pour se convaincre qu'il est réellement en sécurité. Le soulagement ressenti plus tôt laisse peu à peu place à une forme de culpabilité sourde. Elle repense à ses certitudes, à cette peur qui l'a poussée à croire le pire, à imaginer Orso loin d'elle, perdu à jamais. Cette épreuve l'a profondément marquée, et elle sent confusément qu'elle ne ressortira pas indemne de cette histoire. William tente de discuter avec elle, mais Sophia reste fermée, enfermée dans ses pensées. Il comprend que les mots ne suffisent pas toujours, que certaines blessures demandent du temps pour cicatriser. Lui-même se sent partagé entre la colère contre Pedro, la compassion pour Alain et l'inquiétude pour sa fille. En tant que père, il aurait aimé protéger Sophia de cette violence émotionnelle, mais il sait désormais que certaines expériences s'imposent sans prévenir, laissant derrière elles un sentiment de vulnérabilité difficile à effacer. De son côté, Pedro erre sans but précis. La colère ne le quitte pas, mais elle se transforme peu à peu en une angoisse diffuse. Il réalise que le geste de son père l'a isolé davantage qu'il ne l'imaginait. Les regards se font plus lourds, les silences plus accusateurs. Même ceux qui n'osent pas le confronter directement semblent désormais se méfier. Cette solitude le confronte à une réalité qu'il a longtemps refusée. Ses actes ont dépassé le cadre du simple conflit familial pour devenir un scandale public. Dans un moment de lucidité fugace, Pedro repense aux paroles d'Alain, à cette phrase qui résonne encore dans son esprit, « ça allait trop loin ». Il la rejette d'abord avec mépris, persuadé que son père n'a pas compris l'urgence de la situation. Mais au fond, une fissure apparaît. Et si Alain avait raison? Et si cette fuite en avant avait mené à une catastrophe bien plus grave? Ces questions s'infiltrent dans son esprit, sapant peu à peu la certitude qu'il affichait jusque-là. Sarah, quant à elle, se sent déchirée. Elle pense à Alain, à ce silence qui l'a tant inquiété, et à la brutalité de son arrestation. Elle se demande comment un homme peut porter seul un tel fardeau sans demander de l'aide.
Cette réflexion l'amène à revisiter ses propres relations, à se demander combien de drames passent inaperçus faute d'écoute ou de vigilance. Elle ressent une colère sourde contre elle-même, mêlée à une profonde tristesse pour cet homme qui a tout sacrifié sans jamais se plaindre. Adam, lui, se replie davantage. Il évite les conversations, s'enferme dans sa chambre, tente de se protéger du chaos ambiant. Il se sent trahi par les adultes, par leurs secrets et leurs non-dits. Cette situation éveille en lui une méfiance nouvelle, un sentiment d'injustice qui risque de laisser des traces durables. Il comprend confusément que la famille, qu'il croyait être un refuge, peut aussi devenir un lieu de douleur et de désillusion. Pendant ce temps, la perspective du départ pour les Cévennes prend une importance particulière. Pour Judith et Maud, ce voyage devient une bouée de sauvetage, une manière d'échapper à la gravité de l'atmosphère qui règne à Sète. Elles préparent leurs affaires avec enthousiasme, inconscientes du poids exact des événements, mais sensibles à la tension qui les entoure. Chloé les observe, partagée entre la joie de les voir sourire et la crainte de les éloigner au mauvais moment. Raphaël, toujours pragmatique, tente de rassurer Chloé. Elle est convaincue que ce temps à l'écart fera du bien à tout le monde, qu'il permettra aux jeunes filles de se recentrer sur elles-mêmes. Pourtant, même elle ne peut ignorer le malaise qui plane. Elle sait que ce qui s'est joué autour d'Orso et d'Alain Lehaut n'est pas un simple fait divers, mais un événement qui continuera d'avoir des répercussions bien au-delà de cette semaine de vacances. À mesure que la nuit avance, une certitude s'impose, rien ne sera plus comme avant. Les décisions prises, les mots prononcés, les silences observés ont déjà commencé à redessiner les liens entre les personnages. Et dans cette obscurité silencieuse, chacun pressent que le plus difficile reste encore à venir. Le jour se lève sur Sète avec une lumière pâle, presque hésitante, comme si la ville elle-même craignait d'affronter ce qui l'attend. Les rues s'animent doucement, mais l'agitation habituelle laisse place à une atmosphère plus lourde, empreinte de méfiance et de fatigue. L'affaire Alain Lehaut continue de hanter les esprits, et chacun semble désormais avancer avec une prudence nouvelle, conscient que le moindre faux pas pourrait tout faire basculer. Au commissariat, les heures s'enchaînent sans répit. Martin s'efforce de maintenir l'équipe concentrée, mais il sent la lassitude gagner du terrain. L'arrestation d'Alain a clos un chapitre, sans pour autant résoudre l'énigme centrale. Pedro reste libre, et cette réalité pèse sur tous les esprits. Chaque décision prise par Alain semble désormais éclairer d'un jour nouveau les choix de son fils, mais sans fournir la preuve décisive qui permettrait de l'incriminer formellement. Cette impasse judiciaire devient presque insupportable pour ceux qui ont la conviction intime de tenir le bon coupable. Aurore, malgré sa détermination, se sent fragilisée. Elle se surprend à repenser à sa propre famille, à la manière dont elle protégerait Manon et Sophia si elle se retrouvait un jour dans une situation similaire. Cette pensée la trouble profondément. Elle réalise que, malgré son uniforme et son expérience, elle n'est pas immunisée contre les dilemmes moraux. L'image d'Alain, prêt à endosser la faute pour sauver son fils, la poursuit comme un rappel cruel de ce que l'amour parental peut engendrer de plus noble et de plus destructeur. Chez les Denier, la tension se transforme peu à peu en épuisement. Sophia dort par intermittence, réveillée par le moindre bruit provenant du berceau. Orso, lui, semble paisible, presque indifférent à l'agitation qui l'entoure. Cette innocence désarme Sophia, qui se sent à la fois responsable et impuissante. Elle sait désormais que cette affaire la suivra longtemps, que la peur de perdre Orso ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Cette angoisse latente devient une part d'elle-même, une cicatrice invisible mais tenace. William tente de reprendre le cours normal des choses, mais chaque geste lui rappelle la fragilité de l'équilibre familial. Il discute longuement avec Aurore, cherchant à comprendre ce qui a pu pousser Alain à aller aussi loin. Tous deux s'accordent sur un point. Pedro a franchi une limite, entraînant son père dans une spirale dont il était presque impossible de sortir indemne. Cette analyse rationnelle ne parvient pourtant pas à apaiser le malaise qu'ils ressentent, tant la situation reste humainement complexe. À l'autre bout de la ville, Pedro continue de se débattre avec ses propres contradictions. La colère qu'il nourrit envers son père se mêle à une forme de peur qu'il refuse d'admettre. Il comprend que l'arrestation d'Alain a attiré l'attention sur lui, qu'il est désormais sous surveillance constante, même sans preuve formelle. Chaque regard croisé dans la rue lui semble accusateur, chaque silence un reproche. Cette pression psychologique commence à fissurer sa carapace, révélant une nervosité qu'il ne parvient plus à dissimuler totalement. Sarah décide finalement de rendre visite à Alain. Derrière les murs froids où il est retenu, elle découvre un homme fatigué, mais étonnamment apaisé. Alain lui parle sans détour, expliquant qu'il n'avait plus le choix, que laisser la situation dégénérer aurait conduit à un drame irréparable. Ces paroles, simples et dénuées de justification excessive, touchent profondément Sarah.
Elle comprend alors que ce geste, aussi condamnable soit-il sur le plan légal, était pour lui la seule issue possible. Cette prise de conscience la bouleverse, la laissant déchirer entre compassion et colère. Adam, lui, se sent de plus en plus isolé. Les discussions qu'il surprend, les regards échangés lorsqu'il entre dans une pièce, tout lui donne l'impression d'être tenu à l'écart. Il commence à nourrir un ressentiment silencieux, persuadé que les adultes l'ont abandonné dans cette tempête. Cette solitude émotionnelle le pousse à se refermer davantage, à construire une distance protectrice qui risque de compliquer encore les relations familiales. Pendant ce temps, le départ pour les Cévennes approche. Les préparatifs prennent une tournure presque symbolique. Pour Judith et Maude, faire leur valise revient à laisser derrière elles une partie de cette lourde atmosphère. Elles parlent de randonnées, de soirées tranquilles, de moments simples. Chloé observe cette légèreté avec un mélange de soulagement et de tristesse. Elle sait que ce répit est nécessaire, mais elle ne peut ignorer la culpabilité de s'éloigner alors que tant de choses restent en suspens à Seth. Raphaël, fidèle à son tempérament, insiste sur l'importance de cette parenthèse. Elle voit dans ce voyage une occasion de renforcer les liens entre mère et fille, de se recentrer sur l'essentiel. Pourtant, même elle ressent une inquiétude sourde. Elle sait que les drames familiaux laissent rarement ceux qui les vivent indemnes, et que cette semaine, aussi bénéfique soit-elle, ne suffira pas à effacer les tensions accumulées. À mesure que la journée avance, une vérité s'impose peu à peu. L'arrestation d'Alain n'a pas apaisé les esprits, elle a simplement déplacé le centre de gravité du drame. Les regards se tournent désormais vers Pedro, vers ses réactions, ses silences, ses faux-semblants. Et chacun, à sa manière, attend le moment où la vérité finira par éclater, consciente que cette attente pourrait être aussi douloureuse que la révélation elle-même. Le temps semble s'étirer à 7, comme si chaque minute cherchait à éprouver un peu plus les nerfs déjà à vif de ceux qui attendent une issue. L'affaire Alain Lehaut n'occupe plus seulement les conversations, elle s'est insinuée dans les silences, dans les gestes du quotidien, dans cette façon nouvelle qu'ont les habitants de s'observer sans vraiment se regarder. La ville vit au ralenti, suspendue à une vérité qui tarde à se dévoiler complètement. Au commissariat, Martin sent la pression monter. Les supérieurs réclament des avancées, des garanties, des éléments tangibles. L'arrestation d'Alain a donné l'illusion d'une résolution, mais elle a aussi ouvert la porte à de nouvelles interrogations. Martin sait que ce type de dossier est le plus dangereux, celui où la certitude morale précède la preuve judiciaire. Il se bat contre cette frustration, conscient que le moindre faux pas pourrait ruiner des semaines de travail et laisser un coupable échapper à la justice. Aurore, quant à elle, tente de se recentrer sur ses missions. Elle multiplie les vérifications, les recoupements, espérant déceler une incohérence dans les déclarations de Pedro. Chaque détail compte, chaque hésitation pourrait devenir la clé de l'enquête. Pourtant, plus elle creuse, plus elle se heurte à un mur. Pedro est prudent, calculateur, et son silence est aussi maîtrisé que ses dénégations. Cette résistance la met à rude épreuve, renforçant son sentiment d'impuissance. Chez les deniers, le quotidien reprend lentement ses droits, mais rien n'est vraiment comme avant. Sophia essaie de retrouver un semblant de normalité, tout en restant constamment à l'affût. Elle se surprend à sursauter au moindre bruit, à vérifier sans cesse que la porte est bien fermée. Orso est devenu le centre de toutes ses attentions, mais aussi le rappel permanent de la peur qu'elle a ressentie. Cette vigilance excessive l'épuise, mais elle n'arrive pas à s'en détacher. William s'inquiète pour sa fille. Il voit bien que cette expérience l'a fragilisée, qu'elle a perdu une part de l'insouciance qui la caractérisait auparavant. Il tente de la rassurer, de lui rappeler qu'Orso est en sécurité, que le danger immédiat est écarté. Mais Sophia sait que certaines menaces ne disparaissent jamais totalement. Elle change de forme, s'installe dans l'esprit, prête à ressurgir à la moindre alerte. Pedro, de son côté, commence à sentir l'étau se resserrer. Même sans être officiellement inquiété, il comprend que l'arrestation de son père l'a placé sous les projecteurs. Chaque déplacement, chaque rencontre lui donne l'impression d'être observé. Cette pression constante le rend irritable, imprévisible. Il tente de garder le contrôle, mais ses réactions deviennent plus brusques, trahissant une nervosité grandissante qu'il ne parvient plus à masquer complètement. Sarah continue de penser à Alain. Leur échange l'a profondément marqué, et elle se demande comment un homme peut accepter de se sacrifier ainsi sans espoir de retour. Elle ressent une profonde injustice face à cette situation, persuadée qu'Alain a payé le prix fort pour des actes qui ne sont pas entièrement les siens. Cette réflexion la pousse à s'interroger sur les limites de la responsabilité, sur ce que signifie réellement protéger quelqu'un qu'on aime, même au détriment de soi-même. Adam, quant à lui, commence à exprimer sa colère de manière plus visible. Il se montre distant, parfois même agressif, comme s'il cherchait à provoquer une réaction
une explication qui tarde à venir. Il ne supporte plus les demi-mots, les regards fuyants, cette impression d'être exclu d'une vérité qui concerne pourtant sa famille. Cette frustration accumulée le rend vulnérable, prêt à commettre des erreurs qu'il pourrait regretter. Pendant ce temps, le départ pour les Cévennes se concrétise. Les sacs sont bouclés, les dernières consignes échangées. Judith et Maud oscillent entre excitation et appréhension, conscientes qu'elles laissent derrière elles une situation tendue. Chloé se force à afficher un sourire rassurant, mais elle sent au fond d'elle-même que ce voyage est aussi une fuite, un moyen d'échapper temporairement à un climat devenu étouffant. Raphaël, toujours pragmatique, insiste pour que ce séjour soit placé sous le signe de la simplicité. Pas de discussions pesantes, pas de rappels incessants des drames en cours. Elle veut offrir à ses filles un espace où elles pourront respirer, se retrouver, loin des responsabilités et des inquiétudes. Cette volonté de contrôle traduit aussi sa propre peur, celle de voir les événements de Seth contaminer cet équilibre fragile qu'elle tente de préserver. À mesure que la journée s'achève, chacun semble attendre un signal, un élément déclencheur qui viendrait rompre cette attente pesante. L'affaire Alain Lehaut a atteint un point critique, soit la vérité éclatera bientôt, soit elle continuera de ronger les consciences, laissant derrière elle des blessures encore plus profondes. Et dans ce silence chargé de tension, tous pressentent que la suite des événements ne pourra qu'aggraver les fractures déjà existantes. La nuit suivante est lourde, presque oppressante, comme si l'air lui-même était chargé des non-dits accumulés depuis des jours. À 7, le sommeil se fait rare. Les lumières restent allumées plus longtemps que d'habitude derrière les fenêtres, et chacun semble lutter contre des pensées qui refusent de s'apaiser. L'affaire Alain Lehaut continue de se déployer, non plus comme une enquête, mais comme une fracture intime qui traverse les familles et met à nu leur fragilité. Au commissariat, Aurore s'impose une rigueur presque excessive. Elle relit les rapports, analyse chaque détail, revient sur les horaires, les déplacements, les témoignages. Elle sait que l'erreur n'est plus permise. La moindre approximation pourrait discréditer toute la procédure. Pourtant, malgré cette discipline de fer, elle sent que quelque chose lui échappe encore. Pedro reste insaisissable, protégé par son sang-froid et par les limites du cadre légal. Cette impuissance la met face à une réalité brutale. Parfois, la justice avance plus lentement que la vérité morale. Martin partage ce sentiment, même s'il l'exprime différemment. Il observe Pedro à distance, guette le moindre faux pas, conscient que la pression psychologique est désormais leur meilleur allié. Il sait que certains finissent par se trahir d'eux-mêmes lorsque le poids devient trop lourd à porter. Mais il sait aussi que ce jeu est dangereux, qu'il peut basculer à tout moment si Pedro décide de se murer définitivement dans le silence. Cette attente tendue devient une épreuve pour toute l'équipe. Chez les deniers, la fatigue commence à se faire sentir. Sofia tente de reprendre une vie normale, mais chaque geste lui semble plus difficile qu'avant. Elle se force à sourire, à participer aux conversations, tout en restant intérieurement sur le qui-vive. Orso est devenu le symbole de cette fragilité. Sa présence rassure, mais elle rappelle aussi la facilité avec laquelle tout aurait pu basculer. Cette dualité l'épuise, la laissant parfois au bord des larmes sans qu'elle sache vraiment pourquoi. William observe sa fille avec inquiétude. Il comprend que cette épreuve a profondément ébranlé ses repères. Il tente de l'aider à verbaliser ce qu'elle ressent, mais Sofia peine à trouver les mots justes. Elle sait seulement qu'elle ne sera plus jamais tout à fait la même, que cette peur de perdre l'enfant s'est incrustée en elle comme une ombre persistante. Cette prise de conscience la rend plus mature, mais aussi plus vulnérable. Pendant ce temps, Pedro se débat avec une solitude de plus en plus pesante. Les rares personnes qui l'entouraient prennent leur distance, par prudence ou par méfiance. Il ressent ce rejet comme une injustice, convaincu d'être victime d'un complot silencieux. Pourtant, au fond de lui, une angoisse sourde grandit. Il se demande jusqu'où son père est prêt à aller pour le protéger, et surtout s'il ne l'a pas déjà entraîné trop loin. Cette question le hante, fissurant lentement la façade qu'il s'efforce de maintenir. Sarah, de son côté, n'arrive pas à se détacher de ce qu'elle a vu et entendu lors de sa visite à Alain. Elle repense à son regard fatigué, à cette forme d'apaisement résigné qui l'a frappée. Elle se demande si Alain n'a pas accepté son sort avec une certaine lucidité, conscient que ce sacrifice était la seule manière de mettre un terme à une spirale dangereuse. Cette réflexion l'ébranle profondément, l'obligeant à remettre en question sa propre vision de la justice et de la responsabilité. Adam commence à manifester un malaise plus visible. Son comportement change, ses réactions deviennent plus vives, presque imprévisibles. Il ressent une colère qu'il ne parvient pas à canaliser, persuadé que les adultes lui cachent des vérités essentielles. Cette frustration le pousse à s'éloigner de ceux qui tentent de l'aider, creusant encore davantage le fossé qui s'est formé autour de lui. Il se sent seul, incompris,
et cette solitude nourrit un sentiment d'injustice qui pourrait avoir des conséquences durables. Dans ce climat tendu, le départ pour les Cévennes prend une dimension presque salvatrice. Judith et Maud comptent les heures avant de quitter Sète, impatientes de changer d'air, de se libérer du poids qui pèse sur leur quotidien. Chloé, malgré ses doutes, se convainc que ce voyage est nécessaire, qu'il permettra à ses filles de retrouver un peu d'insouciance. Elle se promet toutefois de rester attentive, consciente que les blessures émotionnelles ne disparaissent jamais complètement, même loin de leur point d'origine. Raphaël, elle aussi, ressent cette ambivalence. Elle veut croire que cette parenthèse offrira à Maud un espace de respiration, loin des tensions et des drames. Mais elle sait que la réalité finit toujours par rattraper ceux qui tentent de la fuir. Cette certitude la pousse à rester sur ses gardes, déterminée à protéger ses filles autant que possible, même face à des menaces invisibles. À mesure que les heures passent, un sentiment commun se dessine. L'affaire Alain Lehaut a atteint un point de non-retour. Les choix effectués, les sacrifices consentis, ont déjà laissé des traces profondes. Et chacun pressent que l'issue de cette histoire, quelle qu'elle soit, exigera un prix encore plus élevé, tant sur le plan judiciaire qu'émotionnel. L'aube s'installe à nouveau sur Sète, mais la lumière ne parvient pas à dissiper le malaise qui s'est enraciné dans la ville. Les jours se suivent, semblables en apparence, pourtant chacun porte en lui la marque de ce qui s'est produit. L'affaire Alain Lehaut n'est plus seulement une enquête en cours, elle est devenue un révélateur brutal, exposant les failles, les contradictions et les renoncements de chacun. Au commissariat, l'atmosphère est tendue. Les échanges se font plus secs, les regards plus lourds de sous-entendus. Martin sait que le dossier approche d'un point critique. Les aveux d'Alain ont verrouillé une partie de l'affaire, mais ils ont aussi placé Pedro au centre de toutes les attentions. Chaque mot prononcé par ce dernier est désormais analysé, chaque silence interprété. Cette surveillance constante crée un climat de suspicion qui pèse autant sur les enquêteurs que sur le principal intéressé. Aurore, de son côté, sent la fatigue s'accumuler. Elle repense souvent à l'instant précis où elle a passé les menottes à Alain. Ce geste, pourtant routinier dans son métier, lui a laissé une impression durable. Elle a vu dans ses yeux une forme de soulagement mêlé de tristesse, comme si l'homme acceptait enfin de déposer un fardeau trop lourd. Cette image la hante, car elle remet en question la frontière entre le devoir et l'empathie. Aurore se demande si, en arrêtant Alain, elle n'a pas aussi mis fin à la seule issue qu'il s'était autorisée. Chez les Denier, le quotidien reprend une allure plus structurée, mais l'équilibre reste fragile. Sophia fait des efforts pour se montrer présente, impliquée, mais son regard trahit une vigilance permanente. Orso est toujours là, calme et serein, et cette tranquillité contraste violemment avec l'état émotionnel de ceux qui veillent sur lui. Sophia se surprend à lui parler doucement, comme pour se convaincre elle-même que tout est désormais sous contrôle. Pourtant, au fond d'elle, une peur persiste, tapie dans l'ombre. William tente de rassurer sa famille, mais il sait que certaines angoisses ne se dissipent pas par de simples paroles. Il observe Sophia avec une inquiétude silencieuse, conscient que cette épreuve a marqué un tournant. Elle n'est plus seulement la jeune femme insouciante qu'il connaissait, elle a été confrontée à une violence émotionnelle qui l'a obligée à grandir trop vite. Cette transformation le bouleverse autant qu'elle l'inquiète. Pedro, quant à lui, se sent de plus en plus isolé. Les jours passent et la colère laisse place à une forme de désespoir qu'il peine à reconnaître. Il comprend que l'arrestation de son père a brisé quelque chose d'irréparable entre eux. Cette prise de conscience le déstabilise profondément. Il oscille entre la rage et le regret, incapable de se fixer sur un sentiment précis. La certitude qu'Alain a tout sacrifié pour lui devient un poids insupportable, car elle l'oblige à se confronter à ses propres responsabilités. Dans un moment de solitude, Pedro repense à son enfance, aux gestes simples de son père, à cette présence discrète mais constante qui l'a accompagné pendant des années. Ses souvenirs, autrefois rassurants, prennent désormais une teinte amère. Il se demande s'il n'a pas trahi cette confiance en entraînant Alain dans une spirale dont il ne pourra peut-être jamais sortir. Cette réflexion l'ébranle, fragilisant encore davantage l'image qu'il avait construite de lui-même. Sarah continue de vivre dans une forme de tiraillement intérieur. Elle se sent proche d'Alain, touchée par son geste, mais elle ne peut ignorer la gravité des faits qui lui sont reprochés. Cette contradiction la perturbe profondément. Elle se surprend à remettre en question ses certitudes, à s'interroger sur la notion même de justice. Peut-on réellement juger un acte sans tenir compte de l'intention qui l'a motivé ? Cette question la poursuit, sans trouver de réponse satisfaisante. Adam, de son côté, laisse enfin éclater sa colère. Les tensions accumulées se traduisent par des mots durs, des silences prolongés, une attitude fermée. Il ne supporte plus d'être tenu à l'écart, de sentir que les adultes décident sans lui expliquer.
Cette frustration devient une barrière, l'éloignant de ceux qui tentent encore de le protéger. Il se sent trahi, incompris, et cette blessure risque de laisser une empreinte durable sur sa relation avec sa famille. Pendant ce temps, les Seven se rapprochent. Le départ est imminent. Judith et Maud tentent de se projeter dans cette parenthèse, d'imaginer des journées simples, loin des drames et des enquêtes. Cette perspective agit comme une lueur d'espoir, un rappel que la vie peut encore offrir des moments de légèreté. Chloé, malgré ses inquiétudes, se force à croire que cette distance sera bénéfique, qu'elle permettra à ses filles de retrouver un peu de sérénité. Raphaël partage ce sentiment, tout en restant lucide. Elle sait que ce voyage ne résoudra rien, qu'il ne fera qu'offrir un répit temporaire. Mais parfois, ce répit est indispensable pour ne pas sombrer. Elle se prépare à ce départ avec une détermination calme, consciente que la vraie épreuve commencera peut-être au retour, lorsque les tensions refoulées referont surface. À la veille de cette séparation, une certitude s'impose à tous. L'affaire Alain Lehaut a déjà laissé des traces indélébiles. Les choix faits, les sacrifices consentis, ont transformé durablement les relations entre les personnages. Et tandis que certains s'apprêtent à prendre la route pour s'éloigner de Seth, d'autres restent sur place, conscients que la vérité, elle, ne peut être mise en pause. Le départ pour les Seven se fait dans une atmosphère étrange, faite de silence retenu et de sourires un peu trop forcés. Sur le quai, les au revoir sont rapides, presque maladroits, comme si chacun cherchait à éviter les questions qui pourraient fissurer cet équilibre précaire. Judith et Maud montent dans la voiture avec l'excitation de celles qui espèrent laisser derrière elles le poids des derniers jours, tandis que Chloé et Raphaël échangent un regard chargé de compréhension tacite. Elles savent toutes les deux que ce voyage n'est pas une fuite définitive, seulement une respiration nécessaire. À mesure que Seth s'éloigne, la ville semble se refermer sur ceux qui restent. Pour Aurore, le quotidien reprend, mais rien n'est plus tout à fait pareil. Chaque dossier traité, chaque patrouille effectuée est désormais teintée du souvenir d'Alain Lehaut. Elle repense à cet homme droit, discret, qui a fini par franchir la ligne pour protéger son fils. Cette affaire l'a changé plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle comprend désormais que certaines décisions, même lorsqu'elles sont dictées par l'amour, peuvent avoir des conséquences irréversibles, et que le rôle de la police n'est pas toujours compatible avec la complexité des sentiments humains. Au commissariat, Martin referme peu à peu le dossier. Les procédures suivent leur cours, lentes et implacables. Alain reste inculpé, et son sort dépend désormais de la justice. Pedro, lui, demeure libre, mais cette liberté a un goût amer. Il n'est plus protégé par l'ombre de son père, et chaque jour qui passe renforce le poids de ce sacrifice. La certitude que tout repose désormais sur ses épaules l'étouffe. Il comprend qu'il ne pourra pas éternellement se cacher derrière les failles du système, et que la vérité finira par le rattraper, sous une forme ou une autre. Seul, Pedro affronte enfin ce qu'il refusait de voir. Le visage d'Alain menotté, son regard résigné, reviennent sans cesse le hanter. Il réalise que ce geste n'était pas une simple trahison, mais un dernier acte de protection, une tentative désespérée d'empêcher l'irréparable. Cette prise de conscience le laisse vider, incapable de se raccrocher à la colère qui l'animait auparavant. Pour la première fois, le doute s'installe durablement en lui, fissurant la certitude qu'il avait toujours affichée. Chez les deniers, Orso reste au centre de toutes les attentions. Sofia passe de longues heures près de lui, tentant de retrouver un semblant de paix intérieure. Elle sait que rien n'effacera totalement la peur qu'elle a ressentie, mais la présence apaisante du bébé l'aide à avancer. William et Aurore observent cette relation avec un mélange de soulagement et d'inquiétude, conscients que cette épreuve a marqué leur fille à jamais. Pourtant, ils perçoivent aussi une force nouvelle en elle, une maturité née de la confrontation brutale avec la perte et l'incertitude. Sarah continue de rendre visite à Alain. Leurs échanges sont sobres, presque silencieux. Alain ne cherche pas à se justifier davantage. Il accepte son sort avec une dignité qui impressionne autant qu'elle bouleverse. Pour Sarah, ces visites deviennent un moment de réflexion profonde sur la nature des choix humains. Elle comprend que certaines décisions ne se jugent pas uniquement à l'aune de la loi, mais aussi à celle du cœur, même si cette nuance n'a pas sa place dans un tribunal. Adam, lui, tente tant bien que mal de retrouver des repères. Sa colère ne s'est pas totalement dissipée, mais elle laisse place à une tristesse plus diffuse. Il réalise que les adultes, malgré leurs erreurs, ne sont pas invincibles, et que leurs choix peuvent faire voler en éclats les certitudes d'une famille entière. Cette prise de conscience le rend plus silencieux, plus réservé, comme s'il cherchait à se protéger d'un monde qu'il découvre soudainement beaucoup plus fragile qu'il ne l'imaginait. Dans les Cévennes, le contraste est saisissant. Le calme de la nature, les paysages ouverts, offrent à Judith et Maud un espace où respirer enfin. Les rires reviennent peu à peu, timides d'abord, puis plus francs.
Chloé et Raphaël observent leur fille avec soulagement, conscientes que cette parenthèse est précieuse. Elles savent pourtant que, tôt ou tard, il faudra rentrer, affronter à nouveau les tensions laissées en suspens à Sète. Mais pour l'instant, elles choisissent de savourer ces instants de répit. À Sète, la vie continue, marquée par une prudence nouvelle. L'affaire Alain Lehaut laisse derrière elle un paysage émotionnel profondément transformé. Les liens ont été éprouvés, parfois brisés, parfois renforcés. Chacun porte désormais en lui la trace de ce drame, conscient que certaines frontières, une fois franchies, ne peuvent jamais être totalement effacées. Alain, derrière les murs qui l'enferment, accepte enfin ce qu'il a fait. Il sait que son geste a sauvé Orso, mais qu'il a aussi condamné une partie de lui-même. Cette certitude l'apaise autant qu'elle l'attriste. Il espère seulement que, grâce à ce sacrifice, son fils trouvera un jour le courage d'affronter ses propres responsabilités. Et tandis que la ville s'endort une nouvelle fois, une vérité s'impose silencieusement. Pour sauver un enfant, un père a accepté de tout perdre. Mais ce choix, aussi fort soit-il, laisse derrière lui des blessures qui mettront longtemps à cicatriser. Rien ne sera plus comme avant, et chacun devra désormais apprendre à vivre avec les conséquences de cet acte irréparable.